Voilà, alors, ce matin, la question c'était est-ce qu'une loi de programmation va naître? Là, c'est la question de la fin de vie qui va être posée cet après-midi. Alors, c'est un défi assez compliqué parce qu'après le repas, comme ça, il va falloir vous tenir en attention, mais je pense que les questions qui vont être abordées, finalement, vont tous vous passionner. Alors, je suis Noël Boutier, je suis journaliste aux médias sociaux, et puis j'ai animé déjà une fois ou deux déjà des débats de la FNADEPA, que je remercie de m'avoir invité. Alors, on va démarrer tout de go. Alors, je précise aussi pour que les personnes qui nous regardent en visio, ils peuvent aussi nous poser des questions. Et j'ai un petit écran quelque part qui les réceptionne. Voilà. Alors, on va démarrer. Cet après-midi sera fait en 2 temps. D'abord, il va y avoir un exposé, enfin une présentation d'une expérience faite par ma voisine, Gwendoline Coulet, que je vais présenter ensuite. Et voilà. Alors, ce qui est assez original, vous allez vite le comprendre, c'est qu'elle intervient en résidence autonomie, un lieu sur lequel la mort n'est pas forcément la plus évidente, n'est pas une réalité aussi évidente qu'elle l'est en EHPAD. Mais la question se pose aussi en résidence autonomie, et donc elle nous expliquera pourquoi. Et on aura dans un second temps une table ronde qui s'appelle « Mourir chez soi, quel que soit le lieu de vie ». Et je présenterai bien sûr dans un second temps les 4 intervenants. Alors, on démarre avec vous, Gwendoline Coulet. Vous êtes directrice d'une résidence autonomie publique, donc, qui est gérée par c'est pas un CCAS, c'est un CIAS, un centre intercommunal d'action sociale. Ça existe, il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y en a quand même quelques-uns. Dans le Var, et le nom forcément est très provençal, puisque le nom de votre résidence autonomie s'appelle Roger Mistral. Alors, on ne va pas vous cacher, on a préparé cette intervention pour savoir un peu quel propos allait être tenu. Et vous m'avez dit, et c'est cette phrase-là que j'ai retenue, puis après vous nous expliquerez pourquoi, vous me dites, on est confronté à la mort, et ce discours, je le tiens même aux stagiaires. Alors, vous pourrez nous expliquer. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander un peu de présenter votre établissement, pour que les gens puissent situer un peu quel type de résidence autonomie ça. Et puis après, on déroulera un peu le récit. À vous la parole. Merci Noël. Bonjour à tous, ou ceux que je n'ai pas vus. Merci à la FNADEPA de laisser aussi un directeur de résidence autonomie de s'exprimer sur le sujet, parce que je suis directrice de résidence autonomie, mais je vais essayer de me faire l'écho aussi de collègues directeurs, puisque j'anime la coopération de directeurs de résidence autonomie dans le Var. Et effectivement, le sujet de la personne âgée fait qu'à un moment donné, on est confronté à une mort possible, parce que sinon on irait travailler peut-être sur le secteur de la petite enfance. Quand on travaille avec les vieux, il faut bien pouvoir se poser cette question-là. Donc j'espère qu'on pourra y revenir tout au long du déroulé. Donc effectivement, je suis la directrice de la résidence autonomie Roger Mistral à la Farlette, donc une commune, on va dire dans le triangle de Hyères et Toulon, qui sont des communes un peu plus connues. Fonction publique territoriale, 53 places. Où effectivement, donc, Roger Mistral a été créé en 83, parce que ce qu'il faut retenir des résidences autonomie, c'est les anciens foyers logements, avec un projet politique fort d'amener effectivement ce type de service aux personnes âgées farlédoises. Et du coup, c'est développé avec son temps. Et moi, je vais dire la chance, on va le dire comme ça, d'avoir une équipe de 12 équivalents temps plein sur la résidence autonomie et d'être présent physiquement et d'assurer les services 365 jours dans l'année. Donc effectivement, nos résidents ont la possibilité de prendre le repas du midi, du soir, des animations tous les jours et du coup une réponse 24 heures sur 24. Combien de personnes travaillent dans votre... 12 équivalents temps plein. D'accord. Alors, j'ai noté sur mon papier, on va parler maintenant de l'affaire Lisette. C'est l'affaire Lisette qui a déclenché votre réflexion, en tout cas qui l'a activée sur l'accueil, je ne sais pas si c'est le terme, l'accueil de la mort, disons, dans un centre d'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que cette histoire, cette affaire Lisette ? Oui, alors je vais vous la raconter. Alors moi, ça fait juste aussi pour la petite histoire une dizaine d'années que je suis directrice de résidence autonomie et j'ai pris ce poste donc, sur Roger Mistral il y a 3 ans. Et du coup, donc première année de fonction, donc pas forcément sortie du Covid, 2021, où effectivement j'ai été confrontée à une équipe qui ne savait pas, qui faisait tout ce type de prestations, mais n'avait pas la réflexion. Alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, du projet personnalisé, et vous le comprendrez pourquoi par la suite.
Alors pourquoi j'ai choisi, c'est une histoire parmi tant d'autres, mais pourquoi j'ai choisi l'histoire de Lisette? Alors c'est Madame B, mais elle voulait qu'on l'appelle Lisette. Lisette, donc sur ma prise de fonction, c'est ma résidente la plus âgée. J'aime bien aussi dire qu'en résidence autonomie, mon résident le plus jeune, il a 61 ans, et ma résidente la plus âgée allait fêter son 100e anniversaire. Donc on fait déjà de l'intergénérationnel en résidence autonomie, parce qu'entre 60 et 100 ans, il y a quand même... Et du coup, aussi l'accompagner la fin de vie a un discours différent quand on en parle à 60 ans ou quand on en parle à 100 ans. Lisette, c'est une dame qui, du coup, avec son mari, était venue dans le Var. On amène avec le soleil, passer une retraite. Dans son histoire de vie, elle n'aura pas d'enfant. Voilà, c'était leur histoire. Elle sera confrontée à être l'aidante de son époux et qui développera des troubles cognitifs assez importants et qui devra rentrer en structure médicalisée. Et en fait, en face de ma résidence, il y a un EHPAD. Donc elle mettra son époux dans cet EHPAD et elle viendra vivre à Roger Mistral. Donc elle accompagnera la fin de vie de son époux sur l'EHPAD. Et puis du coup, quand il partira, elle se retrouvera seule, voilà, parce qu'ils avaient fait le choix et pas d'enfant. Donc elle avait une nièce en Bretagne, chez mes collègues bretons, mais vous savez que c'est difficile de venir dans le Var. Donc une nièce qui du coup venait chaque année, mais avec l'histoire du Covid, ça faisait un petit moment qu'elle ne l'avait pas vue. Et du coup, on en vient à devoir préparer son 100e anniversaire. Donc l'équipe me dit, qu'est-ce qu'on fait pour les 100 ans de Lisette? Donc du coup, moi, je lui propose de venir. Donc une dame très active qui faisait le jardin. On a un petit patio sur la résidence autonomie, qui arrosait les fleurs tous les jours, qui était repérée de tous les résidents et que ça faisait plus de 10 ans qu'elle vivait sur la résidence Roger Mistral. Et du coup, je la reçois dans mon bureau. Je lui dis, vous savez, tout le monde veut préparer votre 100e anniversaire. Qu'est-ce que vous aimeriez? Et la réponse qu'elle me fait, c'est « je veux mourir dans mon lit ». Je dis « ok, d'accord ». Bon, je voyais plutôt un moment festif, pour le coup. Mais, du coup, je lui dis « ok », mais je ne pouvais pas passer à autre chose sans recueillir ce qu'elle venait de me dire et sans pouvoir lui proposer, entre guillemets, des solutions. Donc, je lui ai dit « je ne sais pas si vous pourrez mourir dans votre lit, mais en tout cas, si c'est votre volonté, on va le consigner et on va l'écrire dans votre projet personnalisé ». Et avec Lisette, parce qu'il faut que je fasse court, on est allé jusqu'à préparer ses obsèques, finalement. Alors, on a préparé son 100e anniversaire, mais elle a voulu que... C'est qui on c'est moi qui l'ai accompagnée. Alors, on fait pas... La particularité des résidences autonomie, et ça, je le défends, c'est qu'ils ont le libre choix de toutes leurs prestations et de leur accompagnement. Donc on lui a dit, il y a 3 services de pompes funèbres dans la ville, lequel vous voulez voir. Je crois qu'elle en verra 2, mais du coup ça sera très facile pour elle de l'anticiper. Par contre, ce qu'elle voulait, c'était pas aller à l'hôpital et de pas mourir sur un lit d'hôpital. Et ça, elle va le répéter plusieurs fois. Donc on va le consigner dans le projet de vie. Je vais l'inviter à pouvoir en discuter aussi avec son médecin traitant et avec ses infirmières. Donc le médecin traitant a fait un bon accueil sur ces directives, on va dire, anticipées. Par contre, je ne vais pas vous cacher qu'avec les libéraux, ça n'a pas été simple. Non, elle ne mourra pas ici. Enfin, on n'en parle pas. Là, c'est son 100e anniversaire. Ouais, mais j'ai envie de vous dire que Lisette, je pense qu'elle avait déjà son schéma un petit peu programmé. Donc ça, c'est en janvier. On fera son 100e anniversaire, qui restera une très belle fête sur l'établissement. Et comme si, elle l'avait préparé. Son état, donc c'était une petite dame, je pense, de ma taille, mais très très fine et très amaigrie. Et elle commencera effectivement, ses fonctions vitales commenceront un petit peu à dépérir et à avoir besoin de plus de soins infirmiers. Donc elle avait des libéraux qui venaient au départ que pour la prise de médicaments et qu'on demandera qu'ils passent pour la toilette, où là ils nous diront oui mais ça devient compliqué, qu'est-ce qu'on fait? On en discutera, alors ça c'est une condition sine qua non d'avoir une relation de confiance avec le médecin traitant et ça j'appuie là-dessus et je le remercie sur le travail qu'on fait. Il me dira, moi, faut qu'elle parte ici, quoi. Je vais pas l'envoyer dans une structure médicalisée. Enfin, ça n'a pas de sens. Les fonctions vitales. Enfin, il y a des soignants dans la salle, donc la SAT, elle est pas bonne. On sait que, voilà, à un moment donné, ça va arriver. Par contre, les libéraux, c'est un travail qui, et aujourd'hui, il n'est pas reconnu en résidence autonomie, mais des fois, les directeurs sont sur plusieurs casquettes, et notamment la casquette de la coordination médico-sociale des différents intervenants, parce qu'ils défendent le fait de pouvoir avoir le libre choix
de leurs professionnels médico-sociaux, on va le dire, mais qui est-ce qui coordonne tout ça? Il y a plein d'instances de coordination, sauf que ceux qui sont au quotidien dans la structure, ce sont nos équipes, et je vais reprendre l'expression de ce matin, en chef d'orchestre, ça reste le directeur. Ou du coup, des fois, je pense que des collègues résidence autonomie vont se retrouver, on peut faire la régulation des pratiques des libéraux. Voilà, parce que dans les EHPAD, ils ont généralement une idée qui s'en charge, mais nous, donc on travaillera ça. Lisette fera, j'essaye de faire un petit peu plus court, elle fera une première chute où effectivement les libéraux commenceront à nous dire non, mais elle n'a plus du tout sa place ici, avec Lisette qui, il ne faut pas oublier, n'a pas perdu sa tête et sa conscience jusqu'au bout. Voilà, elle savait quelle date on était aujourd'hui et donc elle fera une première chute où elle reviendra dans la nuit parce qu'on a aussi cette faculté en résidence autonomie de penser qu'on a des professionnels soignants sur nos structures, donc on les renvoie à 3h du matin, donc le gardien qui est cuisinier, à 3h du matin, il fait le retour à domicile. Et du coup, elle fera une deuxième chute où là, c'est moi qui interviendrai sur cette chute, où elle me prendra la main et elle me dira « Vous vous rappelez ce qu'on s'est dit ?» Et là, du coup, vous vous dites pardon de l'expression, mais merde, est-ce que je vais pouvoir ou pas? Avec des pompiers qui me demanderont son dossier médical, et là, je pense que je vais parler aussi à des collègues directeurs de résidence autonomie. On nous demande toujours le dossier médical, mais il n'y a pas de soignants sur nos équipes. Donc, en quoi on peut être dépositaire du dossier médical? Par contre, on est dépositaire de l'histoire de la personne. Et du coup, ce jour-là, je donnerai ma petite enveloppe que j'avais mis de côté dans son dossier avec son projet personnalisé et ses directives anticipées. Et j'aurai la chance qu'il y a un médecin aux urgences qui prendra cette enveloppe et qui la lira. Et Lisette, elle n'avait pas de personne de confiance, parce que sa seule nièce était en Bretagne. Alors, je vais vite, mais c'est des discussions qu'on a eues aussi avec la nièce. C'est-à-dire que la nièce était informée de ce que Lisette souhaitait. Elle était descendue à son 100e anniversaire et elle m'avait dit « si c'est possible, on le fera ». Et donc, du coup, j'ai le médecin des urgences qui m'appelle et qui me dit « on fait quoi ?» Moi, je lui dis « merci, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible ?» Sachant que j'ai les infirmiers libéraux qui me lâchent. Donc, qu'est-ce que je fais? Il me dit « est-ce que vous avez une solution ?» Merci. Donc, j'appelle le médecin traitant et qui me dit « Gwendoline, si vous voulez, on peut... » Alors, lui, il se met en lien avec le médecin. Pardon, je fais un peu des raccourcis sur le soignant, mais vous avez compris que je n'étais pas soignante. Il m'explique qu'on peut mettre en place de l'HAD avec le SIAD, mais si tu es conventionné, merci, je suis bonne élève, je suis conventionnée avec tout le monde. Donc avec l'hôpital, avec le SIAD, avec l'HAD, avec le réseau de soins palliatifs, le au cas où. Mais encore une fois, nos conventions, elles ne fonctionnent que si on connaît l'humain qu'il y a derrière pour pouvoir le mettre en place et sur cette relation de confiance, parce que quand on accompagne, je pense, la fin de vie, il faut qu'on soit tous des professionnels dans la confiance et ne pas se dire « toi, t'as fait ça, t'as pas fait ça », enfin bon, bref. Donc, banco, elle rentre, on met en place le lit médicalisé, on met en place l'HAD avec le SIAD de l'HAD. Au départ, l'avantage de Lisette, c'est que suite à sa chute, elle ne remarchera pas, parce que la déambulation en résidence autonomie n'est pas... Voilà, moi, ça fait partie un petit peu de ma ligne, n'est pas possible, mais des soins au lit sont possibles, et puis avec des médecins qui me disent « ça va pas tarder, on va l'accompagner ». Là, j'avoue que j'ai été confrontée, donc j'en parle en équipe en me disant que c'est un super projet, et là, je suis sur le moment, et je crois qu'ils me regardent, donc ils ne vont pas se vexer, parce qu'ils vont comprendre ce que je vais dire derrière, mais ils me disent « Madame Coulet, ce n'est pas notre travail, pourquoi vous la faites revenir ?» Donc je leur ai dit « Mais vous pensez que j'ai le pouvoir qu'elle ne revienne pas chez elle ? Est-ce que c'est la fonction d'un directeur de résidence autonomie de choisir pour la personne qui est encore en capacité de pouvoir s'exprimer, ou en tout cas qui l'avait consignée au moment où elle l'avait exprimé. » Donc, et je leur dis, et puis si c'était vous, est-ce que vous voudriez, je prends un peu cet exemple, parce que sur le moment, je ne comprends pas la réticence de mon équipe, parce que je venais d'une autre équipe où on le travaillait, et je ne comprends pas, ils me disent, non, mais nous, on n'a pas envie qu'elle meure ici, ça va nous créer du travail supplémentaire. Non, ça ne va pas créer de travail supplémentaire, parce qu'il y a l'HAD, il y a le SIAD, on a une astreinte téléphonique, je suis présente, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais confrontée à des agents qui ne s'étaient pas... Alors, j'ai pas envie du tout d'être péjorative, mais poser la question que nos résidents pouvaient mourir sur l'établissement. C'est-à-dire qu'on était confrontés à des crises cardiaques, on était confrontés au fait que ça arrive soudainement, et oui, un AVC, une crise cardiaque, bien sûr qu'il y a des... Alors, pardon, je vais le dire comme ça, mais bien sûr qu'il y a des morts en résidence autonomie, on est une structure personnes âgées, voilà. Mais on n'avait pas anticipé le moment d'attente
et le moment ce moment un petit peu latent où on sait que ça va être la fin, mais où le corps ne lâche pas. Et encore une fois, Lisette, elle n'était pas malade. Elle était juste, pardon de l'expression, mais je le dis comme ça, très vieille, avec ses fonctions vitales qui commençaient à lâcher. Donc du coup, je ferai le choix, et là c'est un positionnement de directeur sur le moment de peut-être lancer des questionnements dans mon équipe et potentiellement de me mettre à dos une équipe encore pour laquelle je n'avais pas encore atteint toute la confiance. Parce qu'on sait qu'en tant que directeur, d'avoir les confiances de son équipe, c'est un équilibre un petit peu fragile. Et vous regardez le temps, il faut que j'avance plus vite. Non, c'est bon, vas-y. Donc du coup, elle rentrera avec un protocole HAD, avec le médecin qui viendra systématiquement dans mon bureau réajuster. Puis il y a un vendredi où elle aura des cris très intenses. Donc, je pense que vous connaissez, voilà, la pompe à morphine et une autre substance qui permettent de commencer la sédation. Bon, après, c'est pas moi qui ai choisi, hein, c'est les protocoles médicaux. Et où elle aura des cris très importants, où tout le monde se posera la question de quels sont ces cris. Et là, c'est ma particularité, et je vais vous confier mon histoire personnelle. Ces cris, je les connais parce que pendant le Covid, j'ai fait le choix de sortir ma grand-mère de l'EHPAD, qui était en fin de vie, et je l'ai accompagnée sur sa fin de vie dans mon salon. Donc ces cris-là, je les connais. Et je sais tout le poids pour les aidants et pour les équipes de qu'est-ce que c'est d'appuyer sur la pompe, là, toutes les demi-heures pour pouvoir soulager. Et des fois, je me dis, alors je ne me fais pas du tout, je ne suis pas politicienne et je ne suis pas... Voilà, hein, mais je me dis, c'est une torture psychologique pour les aidants et pour les équipes, parce qu'on sait que la fin va arriver, on entend ces cris, comment on peut la soulager. Donc là, je passe coup de fil au médecin. Bon, vous l'aurez compris, c'est le médecin qui a accompagné la fin de vie de ma grand-mère, donc on a une relation très privilégiée, et ça, je ne peux que... voilà. On ne peut pas vous le reprocher. Hein. Voilà, on ne peut pas me le reprocher, mais c'est cette expérience personnelle qui fait aussi que je sais ce que vivent les aidants et de ce que vivent chaque personne, parce qu'avant d'être directeur, on est des enfants, on est des petites filles, on va être confrontés au vieillissement de nos parents, enfin pour moi, de mes grands-parents et puis de mes parents. Et du coup, il me dira, on active une dose, je ne sais pas si on peut dire une dose, mais quelque chose de supplémentaire. Et j'ai sa nièce qui devait arriver le lundi. Et donc je repasse le coup de fil à sa nièce, elle me dit, est-ce qu'elle va attendre lundi? J'ai besoin de lui dire au revoir. Et là, très honnêtement, je lui dis, j'en sais rien. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on souhaite qu'on n'augmente pas et que Lisette continue à crier? Ou est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Et à un moment donné, c'est elle qui décidera quand elle partira. Et effectivement, elle est partie un dimanche matin. Je ne suis jamais sur ma structure un dimanche matin, mais là, c'était un dimanche électoral, donc j'accompagne les résidents dans leurs devoirs citoyens, et j'aurai l'HAD qui m'appellera à ce moment-là. Donc Lisette permettra même de protéger, entre guillemets, mon équipe, parce que en résidence autonomie, ce sont des agents polyvalents de service, animateurs ou agents administratifs de traiter ça. Et comme elle m'avait simplifié la tâche, parce qu'elle avait tout rédigé, j'ai juste eu des coups de fil un petit peu à passer. Alors peut-être juste pour replacer l'équipe, je serais surprise que, alors ils ne me le diront pas et on en reparlera après parce que tous les matins je parlais quand même au moment des transmissions, donnant l'état, et je serais surprise que quand je leur dis, là je pense que Lisette, si vous voulez lui dire au revoir, c'est le moment, que les agents qui avaient envie de lui dire au revoir auront la possibilité de le faire. Et les résidents, parce qu'il ne faut pas les oublier, qui étaient là aussi, qui savaient qu'il y avait une résidente qui était en train de partir dans l'établissement, nous ont demandé s'ils pouvaient la voir et pouvaient lui dire au revoir. Et la petite satisfaction, c'est qu'elle partira les yeux ouverts, avec les yeux rivés sur le tableau de sa maison où elle avait vécu son histoire d'amour avec son mari. Merci. Alors, j'aurais une question à vous poser. Vous avez souligné que votre équipe était, en tout cas une partie d'entre elles, était réticente, était méfiante, avait peut-être peur. Je ne sais pas quel mot employer. Comment vous avez travaillé ça, pas simplement avec l'affaire Lisette, mais plus généralement pour remettre la mort finalement dans la résidence, dans le quotidien de la résidence autonomie? Alors, comment j'ai travaillé? C'est beaucoup d'échanges, beaucoup de pouvoir en parler, de pouvoir... les résidents nous aident beaucoup là-dedans parce que du coup, donc sur des réunions d'équipe, alors sur une équipe assez nouvelle, parce qu'effectivement, ils ne connaissaient pas forcément ma façon de travailler, et là, ça reste de l'engagement, entre guillemets, du directeur, de ce qu'il a envie de porter dans son projet d'établissement. Alors, beaucoup
voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup de mise à la place, c'est-à-dire que si c'était vous, est-ce que vous aimeriez? Et puis finalement, avec un retour derrière de « Ah, on a pu faire ça » et Lisette, on lui a soulagé de partir à l'hôpital toute seule. Voilà, parce que du coup, ça devient pour le coup une crainte de mon personnel, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de partir seuls à l'hôpital quand il n'y a pas de famille ou que la vie a fait que la famille est éloignée. Du coup, on en a parlé derrière tout de suite sur comment on annonce son décès. Qu'est-ce qu'on fait? Lisette, en fait, on a mis une photo de son 100e anniversaire pour annoncer son décès. Voilà, ça faisait partie du... Et du coup, on travaille vraiment la confiance et l'expression des résidents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon personnel et les meilleurs yeux et les meilleures oreilles en termes de coordination. Alors, je peux passer un petit message, ils ne sont pas reconnus dans le paysage médico-social, parce qu'ils n'ont pas le droit au Ségur ou au CTI, petite aparté. Mais du coup, quand il y a un problème, un début de dénutrition, des chutes, le fait qu'on se néglige, les premiers yeux, ce sont les agents de service polyvalents qui les côtoient tous les jours. Ça va être l'animateur en voyant une personne plus effacée. Donc effectivement, on a ramené leur rôle et leur fonction là-dessus. Ils avaient des fiches de poste ultra technique, je vais dire ça, que sur des tâches techniques. On a retravaillé la fiche de poste à participe à la prévention de l'accompagnement du résident et dans son projet de vie. Moi, même le cuisinier, même le chef cuisinier a dans sa mission participe à la perte d'autonomie et au projet personnalisé, ça fait partie de leur mission. Donc on a travaillé ça. On a travaillé, du coup, en fait, cette situation s'est reproduite avec un couple et avec une autre famille. Et en fait, moi, je trouve qu'on a un outil formidable qui est l'entretien d'admission. Alors, ça va vous paraître peut-être un peu... Je sais qu'au téléphone, vous m'avez fait un mot de recul. Moi, j'en parle dès l'entretien d'admission et je trouve qu'on a un outil formidable pour ça, c'est le contrat de séjour. Pourquoi? Parce que dans un des derniers articles du contrat de séjour, c'est les conditions de résiliation du contrat de séjour. Et une des conditions de résiliation du contrat de séjour, c'est le décès. Et généralement, quand j'aborde cette question, je pose la question, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Alors là, tout de suite, je le vois que les familles font 3 pas en arrière. Mon Dieu, malheureuse, qu'est-ce qu'elle dit? Finalement, ce n'est pas forcément mal accueilli par le résident, parce qu'il sait qu'il rentre dans un établissement personne âgée. On l'a travaillé suffisamment dans la lecture du contrat de séjour pour qu'il se rende compte qu'il rentre quand même dans un établissement où il n'y a que des vieux, on va le dire comme ça. Et du coup, je leur demande s'ils ont pris des dispositions. Soit je suis confrontée à des gens qui ont pris mais déjà toutes leurs dispositions et qui me disent, et on va peut-être plus loin en leur disant, on a la possibilité de consigner des directives anticipées que vous pouvez mettre dans une enveloppe qui est dans votre dossier, qui est sous plique acheté, parce que ça reste quand même quelque chose de l'intime et pas tout le personnel a besoin de voir, mais on a un petit code DA sur chaque dossier, donc c'est-à-dire que si ça arrive un dimanche et que c'est mon cuisinier qui est de garde, il sait qu'il y a DA, et dans ce cas, il va m'appeler, il va aller chercher l'enveloppe pour la donner aux pompiers. Et s'il n'y a pas de projet, pour l'instant, du coup, moi, je dis que c'est possible. Et je dis qu'à un moment donné, s'ils veulent pouvoir le consigner dans leur dossier, ils le font. D'accord. Alors, je pense que Gwendoline a encore plein de choses à dire, mais on va peut-être vous donner la parole. Je pense qu'il y a des micros qui peuvent se balader. Ça peut être bien sûr des réactions à ce qui a été dit, mais ça peut être éventuellement un témoignage, si possible pas trop long, de ce que vous avez pu vivre dans vos propres structures. Ah, et madame là-bas. Si vous pouvez vous lever, vous présenter, ce serait très bien, qu'on vous voit. Bonjour, je suis Hélène Zèbre-Sylvestre Trabelsi. Je suis responsable d'une résidence autonomie dans le Val-de-Marne à Maison-Alfort. J'aimerais rebondir sur... alors, en tant que responsable directeur, on est des vrais couteaux suisses, je vous rejoins là-dessus. Néanmoins, je pense que concernant l'accompagnement de fin de vie, même si elle ne comporte pas de volet, je dirais, pathologique, je pense qu'on ne peut faire l'économie d'un accompagnement par un professionnel de santé de type psychologue. Moi, j'ai la chance sur ma résidence d'avoir une psychologue qui est là à mi-temps et qui peut
en parallèle d'une intervention d'un autre professionnel ou de moi-même, hein, en fonction de votre métier initial. Vous pouvez être habilité ou pas à faire cet accompagnement, mais je le trouve tellement spécifique pour avoir été une ancienne assistante sociale en soins palliatifs. C'est quand même une partie de la vie qui est quand même très spécifique. Et il me semble, pour aussi vous protéger et le faire de la meilleure façon qui soit, parce que peut-être que, bon là c'était peut-être le premier avec Lisette, il va peut-être en avoir d'autres, et à ce moment-là, j'essaye d'anticiper, j'allais dire l'anticipation, mais peut-être que vous aussi, vous allez à un moment donné être abîmé sans le savoir. Ça va peut-être faire des échos à votre propre situation, une situation que vous avez connue avec un membre de votre famille. Et donc, voilà, parce que qui vous accompagne, vous, du coup? Alors, je vous remercie. Enfin, pardon, je vous remercie. Effectivement, le psychologue, il est déterminant et j'ai présenté. Alors, vous avez vu que j'ai mon cahier et j'ai essayé de ne pas regarder et forcément, j'ai oublié des petites choses. On a un psychologue sur la structure qui nous fait des ateliers mémoire de prévention financés dans le cadre du forfait autonomie et qui est un petit peu mon tiroir, effectivement, quand j'ai ce type de situation, de lui dire prends ta casquette de psychologue et va discuter avec le résident. C'est aussi une casquette très importante parce que généralement, quand on a un décès sur l'établissement ou même hors de l'établissement, hein, ça reste une personne d'une communauté de vie voilà, qu'on voit partir, de demander à cette psychologue de transformer son atelier mémoire en café de parole et à ce moment-là, on en discute. Qui m'accompagne? Donc, je pense que c'est sur ma propre usure professionnelle. Donc, on partage le même métier initial. On nous a... Alors, attention, ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Pendant 3 ans, sur un diplôme d'état d'assistante sociale, on vous apprend à travailler la distance, à travailler le positionnement, à ne pas... Voilà, à garder la situation. Moi, j'ai fait mon stage à la protection de l'enfant, j'avais 19 ans, et puis on m'a dit, tant que vous n'avez pas vécu les situations, vous ne comprendrez pas. Ok, bon, en même temps, si je dois passer par toutes les situations pour pouvoir accompagner les gens, je vais être un peu en difficulté, à un moment donné. Qui m'accompagne, j'ai envie de vous dire que c'est mon équipe. Le meilleur soutien que j'ai, c'est effectivement de quand on prend des positions et des choix et qu'on puisse en parler en équipe et avec les résidents. Effectivement, j'ai pu faire de l'analyse de pratique, là c'est personnel, hein, j'ai fait une psychanalyse aussi parce que, bon, je ne vais pas l'apprendre dans la salle, mais on ne fait pas ces métiers par hasard. Donc du coup... Mais aujourd'hui, ma ressource, elle est dans l'échange au café avec les résidents. Quand Lisette, elle est partie, là, la semaine dernière, on a eu une autre résidente qui est partie. Bon, elle est partie à l'hôpital, mais les résidents ont eu besoin de comprendre pourquoi elle était partie à l'hôpital, dans quelles conditions. J'ai envie de vous dire que c'est le partage qu'on a à ce moment-là, parce que certes, je suis professionnelle et certes, je suis une directrice, mais je suis avant tout citoyenne et humaine comme tout le monde. Et qu'aujourd'hui, je ne veux pas pouvoir, en tout cas moi, ce qui me protège, c'est de me dire que quand j'ai pu accompagner avec mes équipes, et attention, j'y mets un filtre, hein, on en a parlé à Annabelle quand j'ai voulu présenter cette situation, c'est pas une bonne méthode. Voilà, c'est parce que depuis 3 ans, je travaille la confiance avec les médecins traitants, je travaille la confiance avec mes équipes, je travaille la confiance avec les résidents, avec les familles. Quand on l'aborde dès l'entretien d'admission, c'est clair qu'on ne fait pas l'unanimité, mais c'est un choix que j'ai fait pour dire que c'était possible sur mon établissement pour éviter d'être confrontée à devoir prendre la décision parce que j'ai envie de vous dire, Lisette, elle ne m'aurait pas dit ce qu'elle voulait pour son 100e anniversaire, j'aurais eu ce médecin des urgences qui m'aurait appelé et qui m'aurait dit on fait quoi, on vous la ramène pas. Et bien là, j'aurais fait quoi, en fait? J'aurais dû, parce que des fois, vous êtes tous directeurs, donc des fois, on doit faire des choix. Et du coup, moi, j'aime bien dire à mes résidents qu'ils me facilitent le travail en me verbalisant ces choix. Voilà, attention, je ne fais pas toujours l'unanimité et j'ai des familles qui ne sont pas d'accord avec le positionnement que je peux tenir. Par contre, ce que j'ai oublié, c'est qu'on est passé par la rédaction de notre projet d'établissement. Et ça fait partie de quelque chose qu'on a inscrit dans le projet d'établissement comme un objectif humaniste. Alors c'est très, peut-être pompeux, mais en même temps, de ramener l'essentiel. On a vu ce matin qu'on n'avait pas d'argent. J'ai bien compris que je n'aurais pas de poste supplémentaire, que le temps de coordination médico-sociale en résidence autonomie, c'était une lutte acharnée. On a rédigé le plaidoyer, mais pour l'instant, on n'a pas de résultat. Voilà, quels petits outils on met en place pour éviter de s'épuiser et d'épuiser ses équipes? Je suis d'accord avec vous, parce que ce temps que je prends là, ça veut dire que mes rapports à mon cher département, du forfait autonomie, de mon rapport de tarification, tout ça, je le fais après 17h.
Bon, on me signale que j'ai 2 minutes, donc je vais prendre 3 minutes, mais est-ce qu'il y aurait une dernière question avant... Ah, il y en a 2. Alors, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner les 2 questions, mais rapide, hein, et puis vous ferez une réponse globale, rapide aussi. Ça va être très rapide. Donc, Ramez El Saïd, je suis médecin à l'équipe mobile de soins palliatifs territorial du 93, donc on intervient... Bon, vous allez intervenir tout à l'heure. Oui, intervenir tout à l'heure. C'était pour faire tout d'abord une remarque pour dire que vous avez illustré typiquement ce qui se passe dans un accompagnement de fin de vie, que ce soit en EHPAD ou en foyer logement, avec les résistances, avec tout ça. Il n'y a pas de prise en charge pareil déjà, mais rien n'est, on va dire, fluide. C'est pas possible. Donc ça, c'est rien d'étonnant là-dessus. Juste une petite question, c'est comment vous interagissiez avec les intervenants extérieurs, c'est-à-dire notamment les réseaux, les HAD. Comment se passaient les transmissions? Voilà, c'était une question très, très bébête. Eh ben, j'enchaîne direct, alors ça n'a rien à voir, c'était juste un petit commentaire. Donc David Racapé, je suis directeur de pôle gérontologique à la Croix-Rouge, donc EHPAD, résidence autonomie, et auparavant directeur d'une autre résidence autonomie sur Nantes. Et je voulais rebondir sur ce que vous avez dit et sur l'intégrer au projet d'établissement, où nous on l'a travaillé aussi avec les résidents, puisqu'on a eu la chance de construire la résidence autonomie, d'avoir des résidents qui venaient au fur et à mesure et de les impliquer totalement et d'avoir ce discours, et effectivement dès le départ d'avoir ce discours autour de la fin de vie et de leur dire que oui, ça peut arriver et qu'est-ce qu'on en fait. Et le fait qu'on puisse le travailler avec eux et dans le projet d'établissement et de les impliquer dans cette réflexion. Alors certains nous ont dit « Oh là là, non, 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 moi je ne veux pas en parler du tout ». Et puis d'autres ont eu vraiment... Et après m'ont dit « Oui, on a eu la chance de pouvoir le faire avec vous, puisque quand une première fois un décès est intervenu dans notre résidence, eh ben oui, les résidents se sont dit bah oui, grâce à vous, on a pu en échanger, on est prêt, on voit que ça peut arriver, mais on voit qu'on peut faire des choses, avec l'institution, avec les familles, avec les autres résidents, et vraiment ça les a apaisés. Alors après oui, on a fait un appel à un psychologue pour créer des groupes de parole, mais c'était plutôt intéressant. Et je reviendrai vous voir plus tard, mais parce que 12 ETP en résidence autonomie, je veux voir comment vous faites. Je ne suis pas responsable, c'était les projets politiques et historiques, mais par contre, je suis à l'équilibre. Alors, je ne le crie pas trop fort parce que j'ai eu un taux d'évolution minable, mais du coup... alors, peut-être juste pour répondre, bien sûr que nos résidents ont été associés au projet d'établissement. Le projet d'établissement, c'est 3 ans de travail. Je l'ai sorti qu'en décembre, alors que ça fait 3 ans que j'ai pris mes fonctions, donc c'est 3 ans de travail sur... Et la question qui est revenue beaucoup, sur laquelle on a travaillé plus que la fin de vie, c'est jusqu'à quand on peut rester en résidence autonomie. Et là, je pense qu'aujourd'hui, c'est le sujet de tous les directeurs, et que du coup, ça soit les résidents qui puissent nous apporter ces réponses, du coup, ça nous aide un petit peu sur notre positionnement, puisque ce sont nos premiers acteurs. Pour répondre à votre question, c'est vrai que je suis passée vite, parce que le temps est imparti, sur l'HAD, ça demande, je vais vous le dire très comme ça demande quotidiennement de défendre le personnel et les missions d'une résidence autonomie. Parce que, et là, pour le coup, je l'ai vécu aussi bien dans mon salon, qui était, où l'HAD est arrivé après une équipe de SIAD. Je le regrette et je ne vais pas... L'idée n'est pas de tirer ou de taper sur qui que ce soit, mais l'HAD arrive avec tout son matériel et vous balaye tout sur le chemin. C'est-à-dire que chez Lisette, ils arrivent, ils ont poussé la table, ils ont mis leur colonne, ils ont mis... Et là, ça demande effectivement que moi, je puisse dire non, c'est pas ce qu'elle voulait. Vous êtes en train de faire un rythme de toilette, alors attention, c'est de la confiance à travailler, mais c'est vrai que l'HAD arrive très rapidement, balaye tout, c'est la logique hôpital qui prend le dessus, sauf qu'il passe 2-3 heures dans la journée et tous les yeux, les oreilles, le regard, c'est nous qui l'avons. Quand je vais dire que Lisette crie la journée, c'est pas moi qui vais l'entendre au départ, ce sont d'autres résidents qui vont venir me le dire, c'est l'équipe qui me dit, elle a le visage fermé, Madame Coulet, elle a le visage fermé, il faut faire quelque chose. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, il faut qu'on nous reconnaisse dans le paysage médico-social, parce que j'ai envie de dire, et je conclurai là-dessus, que j'ai vraiment envie que nos vieux choisissent de venir vieillir en résidence autonomie, et que moi, je suis directrice de résidence autonomie, et que peut-être je rêverais de finir mes jours en résidence autonomie. Bon. Merci Gwendoline Coulet. Alors, je pense que s'il y a besoin d'avoir un secrétariat d'État aux résidences autonomie, je pense que vous êtes tout trouvés pour la résidence autonomie, car vous avez fait un très beau plaidoyer pour les résidences autonomie.